Il est 8h15, 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Valérie Pécresse. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Le président Macron affirme dans une interview aux Parisiens qu'il a très envie, je cite, et je m'excuse auprès de mes téléspectateurs du mot que je vais prononcer, d'emmerder les non-vaccinés. Je ne suis pas pour emmerder les Français, dit-il. Je pèse toute la journée contre l'administration qui les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est cela la stratégie. Est-ce que cela vous choque, ces mots ? J'ai été indignée par les propos du président de la République. J'étais indignée par ses propos parce qu'il n'a pas dit que cela. Il a dit aussi que les non-vaccinés n'étaient pas des citoyens. Or, ce n'est pas au président de la République de trier entre les bons et les mauvais Français. Il faut les accepter tels qu'ils sont, il faut les diriger, les rassembler sans les insulter. Alors oui, il faut avoir le courage de dire la vérité, mais l'insulte n'est jamais la bonne solution. Alors oui, il faudra mettre fin à ce quinquennat du mépris. Je veux y mettre fin. Je suis d'ailleurs la seule à pouvoir en terminer avec un président qui, visiblement, ne supporte plus les Français quand ils ne pensent pas comme lui. On est assez loin de l'exercice qu'il avait fait sur TF1, où il regrettait la larme quasi à l'œil d'avoir blessé certains Français. Les masques tombent à nouveau ? Vous savez, il y a un terrible manque d'empathie dans cette interview. Un manque d'empathie pour tous les non-vaccinables. Parce qu'il y a des Français, effectivement, qui refusent de se vacciner par conviction personnelle, mais il y a aussi des Français qui ne le peuvent tout simplement pas, parce qu'ils souffrent de pathologies graves. Et eux aussi, ils vont être privés de liberté. Donc, je pense que nous avons besoin, aujourd'hui, non pas de fracturer la France, non pas de diviser les Français, non pas de trier entre ceux qui ne sont rien, ceux qui sont quelque chose, ceux qui sont réfractaires et ceux qui sont disciplinés. On doit aujourd'hui conduire ce pays, le réparer. Et on doit certainement, imaginer un autre quinquennat. Est-ce que vous pensez que les non-vaccinés sont irresponsables, comme il le dit ? Vous aviez, vous, envisagé de les confiner, les non-vaccinés ? C'est pareil. Non. Moi, ce que j'avais envisagé, ce que j'avais dit, c'est que, compte tenu des efforts qu'on demande aux Français pour se vacciner, il n'était pas question pour moi de reconfiner ceux à qui on avait demandé cet effort. C'était différent. Parce que moi, ce que je veux, c'est valoriser les efforts des Français. C'est pas humilier de l'Élysée ceux qui refusent de faire ces efforts. Alors, comment faire avec les non-vaccinés ? Ils sont un peu plus de 5 millions de personnes aujourd'hui dans notre pays. Quelle est la stratégie alors, si ce n'est pas les emmerder comme le dit le président ? Mais écoutez, il y a le pass vaccinal. Moi, j'ai dit que j'étais pour ce pass vaccinal. Je suis pour, du moment qu'il est strictement limité à ce qui est nécessaire. Et c'est pour ça que les sénateurs vont déposer un amendement demandant que ce pass vaccinal cesse immédiatement dès que la pandémie redescendra. Et puis par ailleurs, je remarque, et c'est d'ailleurs, on est avec un président totalement zigzag, puisque hier soir, l'opposition a obtenu que les moins de 16 ans ne soient pas soumis au pass vaccinal. C'est donc bien ce que vous aviez demandé ? Ce que nous avions demandé, parce que pour les jeunes, il y a des résistances des parents qui peuvent être peut-être justifiées. Donc le gouvernement est complètement dans le zigzag. On voit bien finalement que tout ça, c'est une stratégie d'un président candidat qui veut mettre un écran de fumée devant le débat démocratique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller faire l'audit de son bilan. Et de quoi s'aperçoit-on ? C'est que la France, après 5 ans d'Emmanuel Macron, elle est abîmée. L'école est abîmée. L'hôpital est à bout de souffle. Pourquoi ne parle-t-on pas dans l'hémicycle de ces réanimations dans lesquelles nous n'avons plus de personnel ? Elle est où la stratégie d'Emmanuel Macron pour la santé des Français ? Et puis il y a la République, il y a la sécurité. Vous savez que demain, j'irai à Cavaillon, une ville où encore hier, il y a eu des exactions qui ont été commises par des dealers qui sont en train de prendre en otage un certain nombre d'habitants des quartiers de la ville. Donc oui, il y a un bilan d'Emmanuel Macron, il y a un temps de la présidentielle, et ce temps-là, Emmanuel Macron ne doit pas nous l'occulter avec des écrans de fumée et des insultes aux Français. Encore un mot tout de même à propos de ce pass vaccinal. Quelle est votre position exacte ? Vous êtes favorable au pass vaccinal. Est-ce que tous les députés, les Républicains, le sont réellement ? On a un doute sur la cohérence de la majorité, de l'opposition. Vous savez, moi, je rassemble la droite. Je l'unis derrière moi. Et à droite, il y a un certain nombre de différences. Tout le monde ne pense pas pareil. Mais quand on s'élargit, on gagne. Et donc moi, je rassemblerai tout le monde. Mais la position majoritaire, la position qui est la mienne, c'est celle de dire oui, si
le pass vaccinal est restreint. Protéger les Français, mais en même temps protéger les libertés. Et ce qu'il faudra faire dans le prochain quinquennat, c'est lancer un vrai débat sur les libertés publiques dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un président de la République qui essaye de mettre tous les Français en ligne. Les Français ne sont pas des petits pois dans une boîte. Le Premier ministre Jean Castex a piqué une colère noire hier, ça lui arrive assez rarement. Il a accusé les LR de faire des coups politiques pour freiner le débat. Le virus galope, dit-il, et vous tirez sur le frein à main. Vous êtes des irresponsables, dit-il. Vous savez, nous sommes en période de campagne électorale. Le Premier ministre ferait mieux d'engueuler sa propre majorité. Il faut savoir que dans l'hémicycle, il y a 3 fois plus de députés En Marche que de députés de l'opposition LR. Donc, aujourd'hui, si le texte n'a pas été adopté, c'est parce que tout simplement, nous avons un gouvernement qui n'arrive pas à rassembler sa propre majorité sur ce texte. On a un gouvernement qui, à 4 mois de l'élection, n'arrive pas à faire venir ses députés dans l'hémicycle pour voter un texte qui est un texte qui garantit la santé des Français. C'est ça la situation. Donc ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes et pas essayer de faire de la politique politicienne. Et in fine, les LR voteront ce pass vaccinal ou pas? Les LR ne s'y opposeront pas, alors même que ça le texte... Ça ne veut pas dire voter, hein? Non. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que le texte, il est totalement perfectible et qu'aucun de nos amendements n'est pris en considération. Les sénateurs, au Sénat, voteront l'arrêt immédiat du pass vaccinal dès que la pandémie décroîtra. Nous améliorerons ce texte, ce que le gouvernement, évidemment, avec son mépris de l'opposition, ne nous permet pas de faire à l'Assemblée. Le hashtag Macron Destitution a fleuré hier soir sur les réseaux sociaux. Vous y êtes favorable? Vous savez, Emmanuel Macron a dit que dans ce quinquennat, il avait appris à aimer les Français. Eh bien, moi, ce que je vois, c'est que tout ça n'est qu'une posture. Tout ça n'est qu'une pose. On voit bien que les Français l'exaspèrent. Eh bien, si les Français l'exaspèrent, ça veut dire qu'il est temps de mettre fin à ce quinquennat. Il y a quand même dans cette interview une quasi-déclaration de candidature. Il dit il n'y a pas de faux suspense, j'en ai envie. Dès que les conditions sanitaires le permettront, eh bien, je dirai ce qu'il en est avec la même liberté que j'ai comme toujours. Il aurait été candidat ? Il aurait été plus honnête de le dire avant une émission de 2 heures en prime time sur TF1 dans lesquelles il a évidemment défendu son bilan, attaqué ses adversaires et une émission qui n'est pas décomptée dans les temps de parole. Je remarque que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est plus vigilant avec les adversaires de M. Macron qu'avec le président de la République lui-même. Mais ça ne fait aucun doute pour vous qu'il sera candidat? Oh, mais absolument aucun doute. D'ailleurs, je vous le dis, cette déclaration d'hier, fracassante, n'est là que pour occulter le débat démocratique. La République là, va mal. La France est endettée comme jamais. Les déficits sont abyssaux. Et aujourd'hui, les Français sont en insécurité. C'est ça le bilan d'Emmanuel Macron. Et que la crise Covid ne vienne pas l'occulter. Et vous avez évoqué l'état de l'hôpital, évidemment en grande souffrance, avec un variant Omicron qui explose dans notre pays. Il y a un risque majeur de désorganisation, non seulement des hôpitaux, mais aussi de la société, des entreprises. Mais vous voyez, c'est là qu'il y a une vraie critique, une critique objective, constructive du bilan du macronisme. Nous avons depuis 3 ans une crise sanitaire très grave. Nous savions dès le début qu'il faudrait mettre le paquet sur la réanimation et les soins critiques, comme le font les Allemands. Moi, dans ma région, j'ai commandé 500 équipements pour des lits de réanimation éphémères. Il fallait juste former les médecins de l'hôpital à pouvoir, quand il y a des pics de pandémie, s'occuper des malades. On avait le temps dans les 2 ans de la pandémie ? Mais bien évidemment, on avait le temps. Il y a eu une impréparation, il y a eu un amateurisme, le même amateurisme qu'on constate dans les débats à l'Assemblée nationale. Alors il faut aujourd'hui des professionnels de la politique. Et c'est ça la droite. C'est des personnes qui gèrent des collectivités, des personnes responsables, et puis des élus qui aiment les Français. Est-ce qu'on peut s'en remettre juste à ce que dit Olivier Véran, que peut-être c'est la dernière vague, peut-être on va s'en sortir au printemps? Ça suffit? Mais peut-être. C'est le constat de l'inaction, c'est le constat du fatalisme. Moi, je ne suis ni pour l'inaction ni pour le fatalisme. Je sais qu'il va falloir dire la vérité aux Français sans les insulter. Et il va surtout falloir tout changer pour que la France reste elle-même dans les 5 ans qui viennent. Vous, Présidente, vous auriez imposé le masque pour les enfants de plus de 6 ans, interdit aux Français de boire le café au comptoir, interdit de manger dans les trains. Qu'est-ce que vous auriez pris comme mesure de freinage? D'abord, je n'aurais pas tout mis sur la vaccination, parce que c'est ça en réalité le vrai problème. C'est qu'après avoir eu une stratégie univoque sur le vaccin, on se rend compte que les vaccinés propagent quand même le virus. Donc on change
à 360 degrés de stratégie pendant les vacances. Et on se met, pardon de le dire, puisque le président de la République parle d'emmerder les Français, on se met à les emmerder puissance 10, avec des mesures et des protocoles sanitaires que les parents et les enseignants apprennent la nuit de la veille de la rentrée. Alors oui, on aurait pu faire les choses beaucoup bien différemment. J'avais proposé que, comme en 2021, je l'avais demandé et je l'avais obtenu, nous puissions retarder la rentrée d'une semaine pour que tout soit prêt, pour que tout soit préparé et surtout pour aplatir la vague de pandémie post-réveillon. Évidemment, le gouvernement n'a pas suivi cette proposition extrêmement constructive qui aurait permis non pas de multiplier les injonctions contradictoires et tatillonnes, mais au contraire d'aller organiser face à cette rentrée scolaire. Mais vous voyez, il y a vraiment une autre gouvernance à mettre en place, une gouvernance sereine, pas une gouvernance fébrile, une gouvernance qui ne change pas de pied tous les jours et surtout une gouvernance qui rassemble, qui apaise. Un mot des aides économiques. Bruno Le Maire a annoncé l'élargissement des conditions d'aide aux entreprises en difficulté. Le gouvernement continue à cramer la caisse, comme vous disiez. Non, mais là, c'est une obligation. Mais on le savait. Vous savez, le gouvernement a permis, avec le PGE, d'aider les entreprises. Mais maintenant, elles se trouvent face à un mur de la dette. Le vrai problème, c'est qu'il va falloir faire des réformes pour à nouveau baisser les impôts, pour revaloriser le travail. Il va falloir décentraliser pour mettre au plus près des Français une action politique performante et efficace. C'est comme ça qu'on ramènera la croissance dans notre pays. Parce que le bilan d'Emmanuel Macron, c'est quand même une balance commerciale déficitaire de 85 milliards, et il parle de réindustrialisation, et c'est aussi un chômage qui est le double de l'Allemagne. D'où pourrions être une société du plein emploi. C'est ça la réalité, et aujourd'hui, cette réalité est occultée. Bruno Le Maire, que l'on vient d'évoquer, estime qu'il n'y a pas de différence, au fond, entre vous et Emmanuel Macron, que vous êtes bonnet blanc et blanc bonnet. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Quelles sont vos différences ? Mais mes différences, c'est que moi, les réformes, je les ferai. Je suis beaucoup plus réformatrice qu'Emmanuel Macron. Et ces réformes, on en a besoin. Aujourd'hui, que fait Monsieur le maire ? Il instaure un RSA jeune pour les jeunes, alors que nous avons des centaines de milliers d'entreprises qui cherchent à embaucher. C'est le contraire de la politique que je veux faire. Moi, je veux revaloriser le travail. Je permettrai d'augmenter dans le quinquennat les salaires de 10%. Quand une personne est au chômage et qu'on lui propose un emploi raisonnable, eh bien, il faudra qu'elle le prenne. Et puis, le RSA, il y aura une contrepartie d'activité et il n'y aura plus de RSA jeunes. Les jeunes, on les mettra en formation dans les métiers qui recrutent. On revalorisera le travail. Ce sera une politique totalement différente de celle d'Emmanuel Macron. On a bien compris que votre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Dans les sondages, vous êtes néanmoins au coude à coude, toujours avec Éric Zemmour et Marine Le Pen. Éric Zemmour qui dit, lui, nous sommes la droite qui tiendra parole, en référence évidemment au fait que la droite, quand elle était au pouvoir, n'a pas tenu les promesses qu'elle avait évidemment engagées. La droite qui ne baissera pas les yeux. C'est lui qui incarne cette droite-là, Éric Zemmour ? Mais la droite qui tient parole, c'est celle qui est dans les régions. Moi, dans ma région, j'ai fait la charte de la laïcité pour empêcher que les associations fassent du prosélytisme islamiste. J'ai fait le bouclier de sécurité pour permettre enfin de la vidéoprotection des polices municipales efficaces et pour aider nos policiers, nos gendarmes et nos prisons à se sécuriser et à se construire. Donc la droite qui tient parole, elle existe, elle est en région, il faut aller voir son bilan. Oui, mais est-ce qu'elle tiendra parole une fois qu'elle sera au pouvoir ? Mais c'est dans mon ADN. Mais moi, je suis une femme qui fait. Vous l'avez bien compris. On a aujourd'hui un président qui est uniquement dans la séduction et qui n'est pas dans l'action, qui fait du plaire au lieu de faire du faire. Moi, j'ai fait. Moi, j'ai un bilan. Monsieur Zemmour, il commente. Qu'est-ce qu'il a comme crédibilité pour faire ? Derrière moi, j'ai une armée. J'ai une armée d'élus locaux. J'ai une armée de professionnels de la politique qui savent faire et qui vont transformer le pays. Vous avez hier dévoilé votre organigramme pléthorique, 90 noms. C'est pas un peu l'armée mexicaine ? C'est la grande armée napoléonienne. La grande armée napoléonienne, c'est une armée qui est très organisée, qui est organisée autour de plusieurs pôles. Je veux rétablir l'autorité. Éric Ciotti dirigera le pôle autorité. Je veux décentraliser, une loi de décentralisation la plus puissante pour redonner de l'efficacité à l'action publique débureaucratisée. C'est Xavier Bertrand qui s'en occupera. La santé est une priorité. Ce sera Philippe Juvin. Éduquer, c'est
Damien Abad. Et nous aurons aussi à travailler sur l'influence de la France dans le monde. Vous savez, il y a une polémique dans cette rentrée sur le drapeau. C'est une polémique qui est très intéressante. Le drapeau sous l'Arc de Triomphe. Le drapeau sous européen. l'Arc de Triomphe, très intéressante polémique. Pas une petite polémique, un immense symbole. Emmanuel Macron a choisi le drapeau européen seul. La France ne l'intéresse déjà plus. Il est déjà parti. Il veut une Europe fédérale. Et puis, il y a eu M. Zemmour et Mme Le Pen qui ont dit: cacher ce drapeau européen. Nous ne voulons voir que le drapeau français. Est-ce qu'on imagine que la France peut être puissante dans le monde sans l'Europe? Eh bien, nous incarnons la troisième voie, celle qui unit le drapeau français et le drapeau européen. J'ai demandé les deux drapeaux, le double pavoisement, parce que je suis d'abord patriote, mais je veux une Europe puissante dans le monde qui porte et qui protège la France. C'est donc un vrai clivage, vous voyez. Et rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, présidence française de l'Union européenne, il y avait ce double pavoisement. Alors il est temps de revenir aux fondamentaux de la droite. Éric Zemmour a une nouvelle fois fait un clin d'œil à Éric Ciotti. Mon ami Éric Ciotti, depuis sa défaite, il demande aux adhérents LR de venir le rejoindre, comme aux adhérents du Rassemblement national. Mais Éric Ciotti lui a répondu très clairement. Il lui a répondu que le vote utile pour remplacer Emmanuel Macron, c'est nous et personne d'autre. Est-ce que la campagne électorale que vous allez mener va être impactée par les crises sanitaires? Est-ce que vous allez tenir des meetings? Est-ce que vous allez pouvoir dérouler vos arguments comme en temps normal? La force de la droite dans ce pays, c'est le terrain. C'est les Français, c'est ce peuple de droite qui est dans les territoires. Et c'est pour ça que j'ai fait cette équipe qui est maillée sur le territoire, entièrement construite pour faire des meetings de proximité. Et donc, nous allons faire des grands tours de France, tous ensemble, pour aller convaincre. Nous sommes une droite de conviction, mais nous sommes surtout une droite des solutions concrètes. Et nous irons, et oui, nous irons dans la France des sous-préfectures, nous irons dans la France rurale, nous irons faire des réunions. Ce sera peut-être 100 personnes, 200 personnes, 400 personnes. Mais c'est ça, la campagne que nous ferons, une campagne d'hyper-proximité, parce que il n'est pas question pour moi de gagner uniquement en faisant des débats télévisés. Moi, je veux que nous allions à la rencontre du peuple de France. Un dernier mot concernant un artiste, un rappeur qui s'appelle Gims, qui a tenu des propos très controversés cette semaine. Il enjoint ses fans à ne pas lui souhaiter la bonne année ni son anniversaire, car, je le cite, « Cela ne se fait pas pour les musulmans ». Est-ce que vous continuez à le soutenir? D'abord, moi, je ne soutiens pas Gims. Financièrement, la région... Ah non, attendez, non, je ne soutiens pas Gims, je soutiens des actions culturelles dans le cadre de la région, et notamment des actions de démocratisation culturelle en banlieue. Ces propos de Gims, c'est tout ce que je combats. C'est tout ce que je combats. C'est du séparatisme. Voilà. C'est refuser nos traditions, notre culture. C'est le refus de l'assimilation. Donc, je le lui ai dit. Vous l'avez parlé? Je le lui ai dit que j'étais très déçue parce que je n'ai jamais entendu Gims tenir de tels propos auparavant. Il m'a dit qu'il était désolé et qu'il ne voulait blesser personne. Mais il ne retirera pas ses propos, pour autant. Écoutez, ces propos, il les a tenus. Je crois qu'il a souhaité bonne année, du coup, à tous ses fans. Mais je rappelle que Gims n'a pas la nationalité française. C'est un rappeur qui est un rappeur étranger. Mais qui est arrivé catholique du Congo et qui est devenu musulman en France. C'est pas un sujet? Le sujet du prosélytisme est un sujet aujourd'hui. Maintenant, nous sommes dans un pays de liberté. Tout le monde a le droit de choisir sa religion. Mais toutes les religions doivent respecter la culture française. Et je demande, moi, à tous les Français de France d'aimer la France et de la respecter. L'identité culturelle, ce sera quelque chose qui sera au cœur de votre projet? Bien sûr, parce qu'il y a une insécurité culturelle aujourd'hui des Français qui se disent, est-ce que demain, la France que nous aimons sera toujours la France ou est-ce qu'elle sera fracturée en communautés? Et moi, ce qui m'inquiète avec le président de la République, c'est que c'est un président qui divise et qui fracture. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est réaffirmer cette fierté française. C'est que, quelles que soient les racines des Français, d'où qu'ils viennent, je veux construire un arbre, un tronc commun, où nous serons fiers de nos héros. Je veux que, à l'école, nous ayons une journée des héros qui ont fait la France. Je veux que nous... Il n'y en a pas déjà assez des journées de commémoration C'est pas une journée de commémoration, c'est une journée d'apprentissage. Parce que je remarque que dans les cours, dans les manuels, eh bien,
on ne met pas suffisamment en avant nos grands scientifiques, nos grandes personnalités, nos héros. On doit être fier d'avoir eu des héros. Et des héroïnes. Et des femmes, et bien des sûr. héroïnes, oui, bien sûr. Mais pour moi, le masculin, plus exactement, le neutre est masculin dans la langue française. Vous le savez bien, Madame Ferrari. Mais je veux le dire parce que j'étais très frappée. Quand aux États-Unis, par exemple, un grand scientifique a une médaille Fields, il devient un héros national. En France, aujourd'hui, ça fait 3 lignes dans un journal du soir. Vous voyez, eh bien moi, je crois que nous avons des héros et je crois qu'il faut qu'on enseigne à nos Français, à nos petits Français, à être fiers de leurs héros Merci beaucoup. et de Valérie. leurs héroïnes. Merci Valérie Pécresse d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.